Une marche pour Andrea, le 4 juin, au Parc Jarry, vers 8 heures le soir. Épisode 171. Chantal Dumas et Magali Babin. Le collectif DB. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Villeray? Puis on a commencé toutes les deux à circuler dans Villeray, à chercher les différences acoustiques. Et puis on s'est beaucoup intéressé à la réverbération des lieux, puis aussi à l'écho. Alors on se promenait avec des claps, puis on frappait les claps, on écoutait voir comment ça résonnait dans les différents espaces. Et puis il y avait donc aussi avec l'idée des ouvertures, on est dans une rue, mais quand on va dans la ruelle, le son se referme par exemple. Ça n'en demeure pas moins qu'il y a une espèce de repère visuel dans l'espace public qui offre une invitation à l'écoute, à quelque chose qui est immatériel, à quelque chose qui est personnel, qui est de l'ordre du dedans. Puis ça, je trouve que pour ça, ça vaudrait la peine de développer davantage ce projet-là, un peu partout. Alors bonjour. On est le 20 janvier 2026. Je suis dans mon sous-sol à Ottawa, sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Ceci est l'épisode 171 du Balado Conscient. Une conversation avec deux artistes sonores, Magali Babin et Chantal Dumas, autrement connus sous le nom du collectif DB. Nous allons parler, une conversation à propos du projet Villeray Acoustique, une activité de recherche-création d'environ 2019, dont l'objectif est d'explorer l'écoute d'un quartier comme expérience sensorielle, associée à des informations d'ordre historique, culturel et écologique, spécifiques à ce territoire. Et le territoire en question est le district Villeray à Montréal. Vous le connaissez peut-être, situé au nord de la rue Jean-Talon, délimité par les rues Garnier et Casgrain et le boulevard Crémazie. Donc, notre conversation, assez informelle, dure environ 55 minutes. Je l'ai enregistrée le 21 novembre 2025 dans l'appartement de Chantal à Montréal. L'enregistrement a été réalisé dans le cadre d'un article, une enquête, dans la revue Circuit sur les musiques contemporaines. Mais ce numéro, le numéro 36.2, explore le thème de écologie sonore dans le sens large et sera publié en septembre 2026 avec moi-même comme rédacteur invité. Vous allez aussi entendre un enregistrement de terrain avant, durant et après notre conversation à partir d'une prise de son de Magali Babin qui s'appelle « Marche pour Andrea ». Cette prise de son a été enregistrée le 4 juin 2012 au Parc Jarry, qui est un des points d'écoute du projet. Et Magali me racontait que cet enregistrement représente vraiment bien le quartier Villeray et la vie dans ce merveilleux parc.
Donc, je pense que ça va être intéressant d'entendre à la fois Magali et Chantal parler du projet, expliquer tout ça et entendre un des espaces sonores en question. Je trouve ça assez délicieux comme proposition sonore. Il y a plein de choses que vous allez apprendre, entre autres que le projet est inspiré par des expériences dans le Haut-Jura en France avec le travail d'Élie Tête et de La Sirène, mais aussi par les promenades de l'urbaniste Jane Jacobs, entre autres. Et le projet Villeray Acoustique m'intéresse spécialement pour la revue Circuit comme enquête, mais aussi pour ce balado, parce que le projet invite d'une façon très poétique et sensible et artistique, invite les habitants à redécouvrir leur quartier et de s'engager dans la préservation et même la réinvention de leurs environnements sonores. Et le projet Villeray Acoustique m'intéresse aussi à un autre niveau parce que je vois un lien entre ce projet, sa vision et une citation du maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh que je vais vous lire 2 fois. Ce que nous devons faire avant tout, c'est écouter en nous le cri de la terre. Ce que nous devons faire avant tout, c'est écouter en nous le cri de la terre. Alors, comme on le dit, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que cela est possible? J'avoue que c'est pas évident. Mais pour moi, un bon point de départ est le projet Villeray Acoustique, qui nous invite à porter attention au timbre de la voix des citoyens, d'écouter les échos des ruelles et des rues, de prendre conscience des machines ambiantes et mobiles, de prêter oreille aux vibrations de la terre, de valoriser nos relations avec les communautés non humaines et aussi d'apprendre à vivre avec les vrombissements des avions tout le long du corridor 24 gauche. C'est quoi ça, 24 gauche? Ben, vous allez entendre, elles vont vous expliquer ça dans l'épisode. Et je veux aussi vous annoncer que ceci sera le dernier épisode du Balado Conscient pour un certain temps. Parce que je prends une longue pause dans la production de ce balado, de son homologue en anglais Conscient Podcast, et aussi mon Substack A Calm Presence. J'ai besoin de réfléchir à la suite de ces activités et respirer un peu. Je compte faire un peu de ce qu'on appelle en anglais self-care, s'occuper de moi-même. Comme je l'ai appris quand j'ai pris le cours Le Zen et l'art de sauver la planète, ça m'a beaucoup appris à ralentir et de faire ce qui se doit. Et en ce moment, je veux être tranquille et contemplatif. Alors, un grand merci à Chantal et Magali pour leur engagement et leur vision d'un monde sonore meilleur. Merci aussi à Terry Heron, l'ancienne rédactrice et directrice de la revue Circuit, ainsi que l'actuel directeur Régent Bocage, pour leur collaboration. Vous allez voir dans les notes d'épisode qu'il y a un lien à la thèse de doctorat de Magali Babin, Sonoquête, laboratoire de recherche sur les empreintes sonores, une pratique de l'écoute en contexte et en relation. Et je me suis inspiré de sa thèse dans mon travail avec l'enquête dans la revue Circuit, et aussi ça m'a beaucoup intéressé. Il y a un lien là pour, si vous voulez, lire sa thèse. Il y a aussi un lien à l'épisode 170 avec Chantal Dumas qui parle de sa création Oscillation planétaire. L'épisode s'appelle Une certaine douceur. Donc pour entendre encore plus de Chantal,
aller à l'épisode 170 et je fais un lien aussi finalement à la revue Circuit pour lire non seulement cette conversation qui a été retravaillée par moi et Magali, mais aussi de voir tous les autres articles et essais dans ce numéro sur les écologies sonores. Bonne écoute et à la prochaine. Villeray, acoustique. Et c'est quoi les origines de ce projet-là? Qu'est-ce que vous avez fait ça? Pourquoi on a fait ça? À vrai dire, le point de départ, ça a été, on travaillait pas mal dans les mêmes zones. Puis à un moment donné, je dit, il faudrait que je parle à Magali. Puis on s'est rencontrés tout près d'ici. Puis je dis, Magali, ça te tenterait-tu qu'on développe quelque chose ensemble? En tout cas, c'était l'idée, c'était d'explorer la ville, puis d'explorer les sonorités, puis de souligner, en tout cas, certains aspects sonores de la ville. Ça a été ça. Moi, à cette époque-là, j'étais vraiment allumée en France, dans le Haut-Jura. Là. C'était en 2015 que je suis allée en France faire ce travail-là, dans le Haut-Jura. Dans ce territoire-là, ils ont développé il y a plusieurs années, M. Élitête, que Chantal a eu la chance de rencontrer un jour dans sa vie. Que moi, j'ai découvert, était déjà décédé, mais qui avait parti un organisme qui s'appelait L''Asirène. La Sirène. Donc, à Lyon, basé à Lyon, avec différentes personnes, dont notre cher Gilles Malatré, Cécile Renaud aussi. Renaud, qui est maintenant rendu professeur au conservatoire. C'est ça, à l'université aussi, qui était très engagé avec l'école de Le Cresson, architecture et paysage sonore. Et donc, M. Élitête, à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi, il faisait ça au nom de La Sirène, mais il est allé tout seul sur les terres du parc régional du Haut-Jura. Voilà, c'est ça que je t'avais de dire. Et là, il a découvert que le territoire était sonnant, était réverbérant, qu'il y avait une particularité avec non seulement le sol, la géographie, la composition du lieu, la géologie, parce qu'il y a beaucoup de... Donc là-bas, c'est vraiment le lieu de paradis des vaches, la Sonaille, là. Donc déjà toutes les vaches, les troupeaux de vaches, parce qu'ils font du lait, le comté, entre autres, c'est beaucoup une région soit de plein air ou du fromage. Et donc, c'est vraiment un lieu pour la sonaille. Tu sais, les gens, les paysans reconnaissent leurs vaches par le type de cloche qu'elles portent, donc ça résonne partout. Mais en plus, lui avait découvert que géologiquement, comment c'était fait, ce territoire-là, c'est qu'il appelle ça du pré-bois. Donc, c'est des prés et du bois et du pré et du bois pour les vaches, entre autres. Mais c'est vraiment des petites forêts aussi. Quand c'est du bois, ça délimite un peu les territoires. Mais en plus, c'est qu'il y a des combes. Ce qu'il appelle, c'est comme des précipitations de sol vers l'intérieur des crevasses, en fait. Mais ça peut être des petites, moyennes, très grandes crevasses, assez prononcées. Et comme c'est jurassique, hein, c'est la montagne jurassique, donc c'est un sol calcaire très, très important qui est recouvert de fines couches de terre, finalement, puis de prés. Et donc, ça crée dans ces espèces de crevasses, de combes, des caisses de résonance naturelle incroyables. Donc, lui, il est parti là-dessus, là, puis il a fait un gros truc. D'ailleurs, il a travaillé avec un monsieur, un naturaliste... de la Maison du Parc, donc ce sont des gens qui travaillaient déjà au niveau de la faune, de la flore. C'est vraiment un super beau parc. Et lui, Gilles Prost, que j'ai rencontré, que j'ai interviewé et tout ça, et M. Tête ont fait un catalogue de toutes les combes possibles sur cet immense territoire-là. Ils les ont qualifiés, quantifiés. En tout cas, c'est un travail colossal. Puis, en plus, qu'est-ce qui est arrivé après ça? C'est que la Maison du Parc, pendant une dizaine, voire 15 années consécutives, ont créé une programmation artistique et culturelle à partir de ces combes-là. Donc, il y avait des concerts de musique
électronique, acoustique, beaucoup, chant, voix. Donc, c'était particulier, je l'ai même moi-même expérimenté, c'est que les artistes sont au milieu, en bas dans le fond de la combe, et le public sont autour. Puis quand il y a un chant, une musique, tout ça, c'est comme si c'était amené au creux de ton oreille. Puis ça voyage avec le vent, mais il y a une résonance naturelle magnifique. C'est incroyable. C'est très, très, très surprenant. Donc, ça a été une inspiration, pour ainsi dire, pour Villeray Acoustique, dans le sens d'écouter le territoire, d'être Ben, très pas dedans. juste ça, c'est qu'en plus, ils ont créé des panneaux. Monsieur Litette avait défini, par exemple, il y en a un point qu'on s'est pas mal inspiré de ça d'ailleurs, parce que Chantal, elle insistait beaucoup pour avoir un point intérieur. Moi, j'étais, c'est dehors, c'est l'extérieur. Puis elle s'était intéressée à avoir... Un peu acousmatique, un son qui viendrait du sol ou... Donc, un son qui nous viendrait de l'intérieur de la terre, tout ça. Et puis, on en a trouvé certains qui nous ont été... qui sont apparus par après, là. Bien, c'est dans les points, on avait défini différentes sortes de points. Puis là, toi, tu voulais... Je me souviens que tu t'incitais pour qu'on ait un point qui est un lieu intérieur, tu sais, que les gens vivent une expérience d'écoute à l'intérieur, comme si même tu parlais d'avoir un trajet dans le Patrouille Prévost, parce que c'est un grand centre communautaire. Okay, ça, c'est autre. Ça, mais ça revient quand même au même, parce que... puis elle avait raison, parce que, tu sais, Patrouille Prévost, il y a des lieux vraiment acoustiques intéressants, mais j'en reviens à M. Litade, c'est que lui aussi, il y avait dans le territoire, donc, plusieurs panneaux qui expliquent un peu... On a repris un peu pas mal l'idée, tu sais, des expériences d'écoute et tout ça. Et donc, il y a même, lui, ils ont répertorié les acoustiques des églises. C'est là où je veux en venir. Avec des points à l'extérieur des églises qui expliquent la durée des échos, des réverbérations de telle église sur le territoire du parc. On sont allés loin dans leurs recherches. Oui. Ouais. Alors, donc ça, c'était le prémisse de Magali, qui, comme on l'entend, qui t'a beaucoup inspiré. Et nous, ce qu'on a fait, on s'est dit qu'en discutant, on devrait faire une marche sonore dans le quartier Villeray, parce que Magali y vivait. Moi, je pensais au plateau, mais déjà, le plateau, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'était déjà très desservi. Donc, on s'est dit, prenons un autre quartier. Puis Magali y vit, donc c'était bien. Donc, on a fait une marche. On a proposé une marche de Jane. Et comment elle s'appelle dans la date? Les promenades de Jane. Alors, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé donc cette marche qui a fait partie des offres qui sont à Montréal. C'est au mois de mai que ça se déroule, cette chose-là. Et puis pour ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut faire entendre? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Villeray? Puis on a commencé toutes les deux à circuler dans Villeray, à chercher les différences acoustiques. Et puis on s'est beaucoup intéressé à la réverbération des lieux, puis aussi à l'écho. Alors on se promenait avec des claps, puis on frappait les claps, on écoutait voir comment ça résonnait dans les différents espaces. Et puis, il y avait... Donc, aussi avec l'idée des ouvertures, on est dans une rue, mais quand on va dans la ruelle, le son se referme, par exemple. Ou on est dans un coin, Villeray, ça peut être très... il peut y avoir beaucoup de voitures par endroit, mais d'autres endroits, le son est complètement différent. Donc, on s'est promené comme ça, puis on a fait une première exploration, je dirais, du quartier. Et puis, on cherchait aussi bien sûr l'aspect sonore, mais aussi toutes sortes de références qui peuvent nous rappeler au son, par exemple. Donc, il y avait une murale sur un mur, puis il y avait des éléments qui nous rappelaient le son. Donc, on se disait, OK, ça, c'est bon. Donc, on cherchait tout ce qui pouvait en faire une lecture différente, en tout cas, ou de faire une autre lecture du quartier qui nous amenait, bien sûr, au son, mais à la fois au visuel et à différents éléments qu'on pouvait avoir. Et le jour de la marche, on a été étonnés, on avait comme une vingtaine de personnes qu'on connaissait pas. Je sais pas s'il y en avait un ou deux qu'on connaissait. En tout cas, on les connaissait pas. Les gens se sont déplacés et sont venus. Et puis c'est là qu'on a vu à la fois que chacun aimait raconter aussi sa propre expérience du quartier. Puis ce qu'il connaissait du quartier, puis ce qu'il en retenait. Donc, à partir de ça, ça a été comme excitant pour ces OK, il y a quelque chose à développer à travers ça.
Donc, il y a Espace Projet, qui est un tout petit organisme de diffusion d'art contemporain qui est dans le Villeray, que Magali connaissait, parce qu'elle avait déjà été commissaire pour une belle série qui s'appelait 24 gauche. Magali peut en parler, là, qui était une série avec des invités, des artistes sonores qui venaient faire des prestations de son. Oui, c'était en collaboration avec Patrice Coulombe. Et mais brièvement, ça s'appelait 24 gauche parce que, entre autres, Villeray Acoustique, c'est vraiment un quartier où il y a le corridor aérien qui passe tant à l'aller ou qu'au retour, je pense, vers l'Europe. Et il s'appelle 24 gauche. Ben, je pense que c'est 24 gauche d'un côté, dans un sens, puis dans l'autre côté, c'est 24 droite. Donc, ça s'appelait 24 gauche pour une série en art sonore. Alors, à partir de là, donc, je ne sais plus comment avec Catherine. Donc, c'est deux personnes qui dirigent ça, Catherine Bernabé et Éric Aubertin, qui dirigent l'organisme. Et Magali les connaissait. Donc, on a proposé le projet, voir s'ils seraient intéressés à développer un projet de parcours sonore. Puis, je sais pas, ils ont été séduits par l'idée. Ils nous ont dit oui. Parce que c'était bien beau d'avoir fait les promenades de Jane, mais en même temps, on voulait approfondir justement tous les aspects historiques, culturels, géographiques, des points par rapport, comme aussi acoustique, par rapport à l'expérience d'écoute. Donc, dès là est arrivée aussi l'idée de développer une application, une application, une géolocalisation pour pouvoir permettre de savoir où sont les prochains points, mais aussi dans le but de montrer qu'il y a des informations complémentaires qui sont à consulter ou à regarder, à étudier, soit avant ou après l'expérience, mais pas pendant. Mm-hmm. Et puis ça, c'est bien important pour nous. À chaque fois qu'on l'a médiatisé, qu'on en a fait des marches, qu'on a parlé de Villeray Acoustique, on a bien dit que le téléphone, il sert à se rendre, à localiser, à voir sur une carte, mais aussi à avoir accès à toute l'autre facette du projet qui est le glossaire, super important, la médiation culturelle, les activités qui ont été faites, mais aussi d'avoir des informations complémentaires sur les points comme tels. Il y a plein de littérature qui a été faite, là, créée par nous sur chacun des points, mais que c'était pas un outil d'expérimentation artistique. Mm. Alors, peut-être une question que tu nous as posée, qui était le lien avec la communauté, puisque c'était le point de départ, il y avait cette idée-là. Donc, ça s'est fait à toutes sortes d'étapes, en fait. Et avant même quand on a commencé à réfléchir au projet, il fallait avoir une méthode, hein, comme Magali nous disait. Donc, il y en a eu une première qui a été de faire une rencontre de salon ou de cuisine, dans ce cas-là, puisqu'on est au Québec. Et puis, c'était autour de la table de cuisine. Donc c'est un petit peu les documents qu'on avait ici. Donc, on a réuni quelques personnes. Bon, on a demandé de répondre à certaines questions qui étaient leur façon dont eux connaissaient le territoire, connaissaient Villeray Acoustique. Pas Villeray Acoustique, mais connaissaient Villeray, puis quelle était leur expérience de vie. Et puis aussi, la chose qui était intéressante, c'est de voir les trajets que chacun fait au quotidien, en fait. Et qu'est-ce qu'on retient? Parce que le trajet, on le fait toujours sur la rue principale, c'est différent de si on circule à travers les ruelles. Puis on avait donc une expérience du quartier qui était différente. Donc, on a fait ça. On est allé rencontrer des commerçants. Il y a un magazine piano sur Saint-Laurent. Donc, on est allé les voir, leur dire qu'on développait ça, puis parler avec eux. On est allé dans un autre qui était des architectes qui font des projets plutôt j'avais l'impression de quartier ou collectif. On a parlé de ça avec eux. Donc on est allé explorer un petit peu puis rencontrer les gens comme ça. Et ensuite, il y a eu cette autre exploration de créer de la diversité aussi qui était dans ce qui deviendra les points d'écoute qu'on a établis. Et de là, ce dont parlait Magali tantôt, qui est un centre communautaire qui a été construit, ça s'appelle comment maintenant? Patro-Prévost. Patro-Villeray, je pense, c'est ça pas maintenant. Et qui était intéressant parce que ça a été un bâtiment qui s'est développé sur plusieurs époques. Hein. Et puis, donc, quand je suis allée voir ça, il y avait comme une grande cage d'escalier
avec un écho incroyable. Tu cries là-dedans, puis tous les enfants deviennent fous, ils ont tous envie de crier. On s'imaginait même qu'il pourrait y avoir un événement dans le Patrouille Prévost avec quelqu'un qui chante et autre chose qui se passait. Bon, puis il y a aussi une piscine là-bas qui est vraiment super belle, donc tu avais aussi toutes sortes de sonorités qu'on avait. Tu avais une espèce de... La bibliothèque. Et là, c'est tout épicé, très feutré, les livres qui absorbent le son. Mais même dans cette bibliothèque-là, il y a un mur duquel on se rapproche. Là, tu as tout le grand système de ventilation, puis qui a sûrement un lien avec la piscine qui te fait un bruit d'enfer. Donc, il y avait ces sons un peu mystérieux qui apparaissent du mur. Donc, c'était quand elle parlait de lieux intérieurs. Il y avait cette idée aussi qu'on peut avoir un parcours à travers même un édifice, puis là, on a une expérience sonore qui est très, très diversifiée. Et puis, un grand exercice qu'on a dû faire, c'est comment nommer les choses. Donc, on s'est dit, l'expérience, c'est celle de l'écoute qu'on veut faire. Donc, il faut trouver une façon de pouvoir nommer, puis qui crée une image aussi, une image mentale aux personnes qui expérimentent, puis qui fait en sorte qu'ils l'emportent avec eux, puis qu'ils puissent établir des liens dans d'autres lieux qui sont pas celui de Villeray. Ouais. Et c'est de là que l'utilisation d'un répertoire que j'ai à côté, que je pourrais montrer, là, qui est le répertoire des effets sonores qui a été développé par le centre qui s'appelle le Cresson, qui est en France, pour parler d'environnement. Donc, ça peut être autant, pas exactement le bon mot que j'utilise, mais pour parler, ça peut être autant de la lumière, autant que les acoustiques, autant que quand ils parlent d'architecture, ils considèrent à plusieurs niveaux tout ça. Et puis donc, il y a ce livre qui est assez magnifique, il donne tout un répertoire d'effets sonores. Puis nous, on a fait l'exercice de dire, OK, qu'est-ce qui nous plaît ici, puis comment on l'applique. Donc, il y a entre autres la Maison de la Culture Claude Déveillé. Et Claude Déveillé, qui est un personnage important dans la chanson, dans la musique québécoise des années 70-80. Et puis donc, la chose qui est intéressante, on est sur la rue Jean Talon. Puis c'est donc très, très passant. Et donc, tu ouvres la porte. Et quand tu la refermes, tu es dans un lieu hyper calme, qui est celui du centre Claude Déveillé. Tu as des organismes. Alors, on se dit, OK, c'est quelque chose qu'on vient de vivre. Tu es dehors, tout bouge, tu ouvres la porte, ça se referme, puis calme complet. Ouais, et ça porte un nom, ça s'appelle l'effet coupure, en fait. Ouais. Donc, on s'est dit, OK, c'est intéressant, puis ça se vit tout le temps. Tu es dans la rue, tu embarques dans ta voiture, tout à coup, tu viens changer, tout à coup, d'ambiance sonore. Et donc, on a cherché comme ça à travers le répertoire comment nommer les choses. Ouais. C'est ça, c'est une grande inspiration. Puis je te dirais que c'est même aussi partie des motivations. Tu vois, ici, on en avait copié en grand là, des effets sonores sur lesquels on peut... en fait, tu vois, éviter tout ça. Je connais le livre. Ah, tu le connais déjà? C'est Ogoyan puis Torg. Oui, c'est ça. L'effet Sharawagi auquel moi j'ai fait référence, c'est un des effets. Exactement. On l'a, nous aussi. C'est ça. On l'a aussi dans le parc. Voyons, j'ai oublié le nom. Vincent Ferrier. Et puis, il y a des petits parcs pour enfants. Donc, c'est une église qui est construite. Et en fait, un magnifique parc qui traverse d'une rue à l'autre. C'est pas très large. Mais ils ont mis à diagonale, puis on fait ça un petit peu à la française, et c'est bordé d'arbres très, très haut. Puis tu as donc 2 espaces de jeu pour les enfants. C'est la cour arrière de l'église. Ouais. Alors la cloche, quand elle sonne, c'est fort. Donc c'est ça, il y a un jour, j'étais là. Et puis j'attendais, puis les cloches ont sonné. Et là, tout à coup, ça transforme complètement l'espace dans lequel tu es, puis là, ça dure. Et l'effet Sharawagi, je l'ai vécu là. Alors on s'est dit, voilà, on peut la vivre si on était là au bon moment. Alors, la chose qui était fort intéressante, on me dit, c'est beau ça, mais à quelle heure elle sonne l'église? On a beau leur indiquer ça. Et là, ça a été tout un grand travail d'arriver à parler à quelqu'un pour savoir à quelle heure sonnent les cloches. Puis ça, on pouvait avoir l'occasion de vivre ça une fois de temps en temps. Donc, il y a des références françaises plutôt que Murray Schaefferiennes, si je comprends bien, dans les influences. Puis c'est Jane Jacobs. Exactement. Dont on parlait. Voilà. Merci. Mais Schaeffer, je pense que c'est une chose que j'avais déjà assimilée, en fait. Parce que quand on a travaillé ensemble sur le 7e printemps électroacoustique, on était beaucoup dans cette approche de Murray Schaeffer, tout ça. Et c'est une chose... Puis dans les années 90, c'était beaucoup là à faire des marches et tout ça. Puis
On était près l'un de l'autre et on en a beaucoup parlé. Puis j'ai marché avec toi aussi. Donc, je pense qu'il y avait déjà cette chose-là qui existait. Puis avec Hildegard Westerkamp aussi, que j'avais croisée, puis avec laquelle j'avais vécu quelques événements aussi. Donc, je pense que ça, c'était déjà là. Mais de pouvoir nommer, d'y aller, ce qu'on a développé comme vocabulaire, puis c'est peut-être une influence plus française, puis finalement aussi ce qui est vécu, ce qui nous appartient déjà au point de départ, là. Mais de nommer, de mettre du vocabulaire et tout ça... En fait, ben c'est ça, c'est que Mary Schaeffer, aujourd'hui, malheureusement, il est quand même critiqué par rapport à sa pensée, puis avec raison, parce qu'on n'en est plus là. Heureusement, ça a évolué, puis ça a évolué la pensée du paysage sonore. Ben, grâce à lui, on peut parler de paysage sonore dès le départ, mais on peut pas nier le fait que c'est un précurseur super important, puis inspirant aussi. Puis je pense qu'il a inspiré tellement que la pratique, la démarche, la dimension du paysage sonore n'a pas arrêté d'évoluer. Puis ça, c'est génial pour ça. Puis effectivement, en France, ils ont, je pense, beaucoup rattaché ça à l'architecture, à l'urbanité aussi. Mais moi, ce qui me fascine dans ce travail-là, puis c'est vrai que c'est une grande influence, et même c'est de la citation, c'est de reprendre leurs mots, de reprendre les explications des effets sonores, parce que c'est de la connaissance qu'on peut partager, puis que, en fait, souvent, on va dire, le commun du mortel a souvent pas les mots pour parler du son, pour pouvoir qualifier le son. Et puis souvent, il va en parler d'une façon négative, parce que c'est ce qui le dérange. Alors, l'idée de DB, je pense, le collectif de DB, du Mobabin, pour le dire, décibels. C'est surtout ça aussi, c'est pouvoir donner des outils de communication pour pouvoir parler ensemble du son, de comment on écoute, qu'est-ce qu'on entend, puis d'échanger à partir de là. Et je pense que ce qui est important dans Vibra-Acoustique, ce qu'il y a peut-être de nouveau dans cette idée de se donner des outils de communication puis de parler, c'est d'échanger autour d'une communauté d'écoute. Donc, nous, on crée des communautés d'écoute. C'est comme ça qu'on a appelé ça. Donc, pour nous, la communauté d'écoute, c'est effectivement quand on convoque des gens à venir faire des marches avec nous, dans le quartier ou pas, mais c'est aussi, ou ailleurs, parce qu'on verrait qu'après, il y a d'autres marches qu'on a fait, là, à partir de ces mêmes connaissances-là, qu'on s'est apprises, mais aussi qu'on a cherché par rapport à ça. Donc, à partir des nouvelles recherches que nous, on avait faites, on a continué nos idées de marche dans d'autres quartiers. Et donc, cette idée de communauté d'écoute-là, elle est différente. Je pense que c'est ça qui est important, c'est que les panneaux comme tels, qui sont un peu partout dans Villeray, ça crée aussi de la communauté d'écoute. Même si on n'est pas ensemble, même si c'est pas une communauté de rassemblement sur le moment, le fait d'être témoin, de se porter au jeu, de faire l'exercice d'écoute, de continuer l'exercice à suivre, aller consulter les informations qui sont sur le téléphone, donc sur l'application, et d'avoir accès à ce fameux glossaire qui a été vraiment important. Puis c'est comme une autre prospection. Hein. Autant on a fait une prospection sur le terrain qui a été très longue et compliquée, autant on a fait une prospection dans ce genre d'outil qui est le glossaire pour donner des outils de communication pour qualifier l'écoute, puis le territoire, puis le paysage sonore. Donc, tout ça crée la communauté d'écoute. Puis, qu'elle soit en présence ou non, individuelle ou en groupe, je pense que c'est ça qui est le cœur de Villeray Acoustique. Oui. Juste tout le dit, mais juste pour... dans l'expérience aussi du vocabulaire, pour avoir donné des ateliers beaucoup et tout ça, de voir que même à l'intérieur même d'un atelier comme tel,
Quand tu fais parler les gens du son, c'est toujours quelque chose d'imprécis, tout ça. Pas nécessairement négatif, mais en tout cas d'imprécis. Et à partir du moment qu'on commence à mettre des mots, tout à coup, la communication s'ouvre, en fait, parce qu'on sait comment parler. Et ça permet même de distinguer, de faire apparaître quelque chose qui avant était peut-être là, mais dont on n'apportait pas d'importance. Mais le fait de pouvoir le nommer, puis d'avoir une définition de ce que c'est, ça ouvre la discussion aussi. Donc ça, c'est une chose qui est assez intéressante de voir que, ben oui, dès qu'on a du vocabulaire, on peut s'exprimer. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Au niveau linguistique, je pense au mandat des circuits autour de la musique contemporaine. On n'a pas, tu as dit que c'est pas une œuvre ou c'est pas un projet artistique, mais c'est un projet artistique dans le sens de l'esthétique de l'écoute. Je ne veux pas catégoriser les choses, là, mais pour moi, c'est une musique élargie, dans le sens que c'est un exercice de perception esthétique et sociale et historique, etc. Est-ce que c'est important que ça soit jugé comme un projet musical ou non, ou est-ce que ça n'a aucun sens? Ben, moi, personnellement, je suis plus dans l'école de John Cage qui parle de la musique, c'est le son, ambiance. Je le pense plus comme ça, c'est que, dans le fond, tous les sons, on pourrait dire, de la musique. Puis, dans ce cas-là, il n'y a pas de musique, on pourrait dire, dans l'espace, dans l'environnement. Que c'est... La composition, c'est l'organisation des sons, en fait. Donc, à partir du moment où tu es dans un espace extérieur, puis on a fait l'expérience plusieurs fois quand tu parlais des moments plutôt méditatifs, de contemplatifs, tout ça. À partir du moment qu'on s'arrête, on a comme une écoute qui circule à travers les différents événements sonores qui se déroulent. On fait notre propre construction, donc ça devient... Moi, je dirais, s'il faut mettre un mot musical, mais ce que j'ai retenu d'une expérience à New York, quand j'ai fait le petit séjour de la résidence là-bas, je tentais de définir puis de nommer ce que je faisais comme approche. À demander l'organisateur, il dit « on s'en fout. On ne met pas de catégorie, ça existe. » Et tout ça, ça existe, ça fait partie de ce grand monde sonore, musical. Et puis voilà, c'est comme ça. Puis je trouvais que c'est la meilleure façon de dire « arrêtons de faire des catégories, faisons exister les choses ensemble, en fait. » Oui, parce que ben, même le mot composition, je suis pas tout à fait d'accord avec ça non plus, parce que, dans le fond, c'est la perception, c'est comment chacun perçoit. À ce moment-là, oui, ça pourrait être chacun fait sa propre composition, mais à ce moment-là, d'une façon méta, il n'y a plus de composition, tu sais, il y a de la perception, il y a de la sensibilité, il y a un partage justement, un genre de partage du sensible, il y a un partage de l'écoute, surtout, qui devient vraiment important. Puis pour moi, j'y vois, moi, j'y vois une portion plus... Mais quand j'ai dit que c'était pas un projet artistique, c'était pas ça que je voulais dire. Je parlais plus de peut-être l'expérience esthétique sur l'application. C'est-à-dire que je fais une différence entre le moment de contemplation où on lit sur le point qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nomme, et l'application numérique qui a pas de... On n'est pas dans une écoute numérisée, c'est ça que je veux dire. On n'est pas dans... Le téléphone, c'est une chose, l'application, là, c'est une chose, puis le moment présent devant le point, pour moi, est plus de l'ordre de la contemplation, oui, artistique, parce que c'est le moment où on met à nu notre sensibilité d'écoute. Et puis ça, pour moi, c'est beau. C'est beau. C'est une façon d'être au monde, en fait. Puis l'idée de créer cette idée de communauté d'écoute, ben je pense que ça... Pour moi, vu que c'est dans l'espace public, je vais tirer ça davantage plus vers la politique des espaces urbains, des espaces qu'on vit ensemble, se réapproprier nos lieux de rassemblement. Donc, on le fait pour les ruelles vertes, par exemple. Ben, pourquoi on le ferait pas pour se doter davantage des règles, des lois, ou en tout cas des façons de parler du son qui protègent, qui préservent ces espaces sonores-là, comme les parcs, comme les lieux où il peut y avoir du repos, comme une ruelle verte, par exemple, pour l'oreille. Donc, c'est ça, c'est de lier le côté sensible, politique,
à quelque chose, oui, d'artistique. Mhm. Je questionne pas l'artistique, c'est juste quand on parle de musique contemporaine, souvent il y a des structures. Et ce que vous avez créé, c'est un processus, une méthodologie, c'est une invitation en fait. Parce que le projet existe en ce moment là. Le site web est live, on peut aller, je vais y aller personnellement, m'amuser avec votre invitation. Une des raisons pour lesquelles je voulais faire l'enquête de votre projet, c'est pour montrer que c'est possible de le faire. Que c'est pas tellement difficile de prendre un quartier où on habite ou qu'on connaît et de valoriser simplement par la perception. C'est pas facile à faire parce qu'il faut passer toutes les étapes de consultation, tout ça, mais il y a quelque chose que j'aimerais voir qu'on puisse reproduire ou s'inspirer de votre projet puis le faire partout dans le monde. C'est peut-être une utopie pour moi, là, mais... Oui, le Japon, on est très intéressé par le Japon, si jamais tu es rentré. Mais il y a une chose que j'aimerais souligner parce que ça n'a pas été, même si ça semble facile, comme ça a pris du temps à mettre tout ça en place, mais ça semble facile, n'empêche qu'il y a eu des embûches, et donc d'ordre politique, en fait. Parce que la chose qu'on s'était dit, quand on s'est posé la question nous-mêmes, quand on a posé la question aussi à des habitants, quel est le son caractéristique de Villeray? Mais les deux affaires qui ressortaient, c'était les avions, parce que en fonction d'où on est, les avions peuvent passer très, très bas, et c'était la circulation automobile. Donc, c'était vraiment les deux choses qui apparaissaient. Donc, c'était important pour nous de souligner. Donc, on a des points qui soulignent ça. Et donc, quand est arrivé le moment de parler de la présence des avions, et autre moment aussi, quand on a donc conceptualisé les panneaux, qu'on a voulu les installer à différents endroits, Catherine, donc de Espace Projet, est allée chercher des autorisations pour qu'on puisse avoir, d'une certaine façon, une aide de l'arrondissement et pour faire connaître le projet, tout ça, puis avoir quelque chose qui soit installé de façon légale puis qui ne soit pas démoli, tout ça. Et quand ils ont vu qu'on voulait parler de la présence des avions et du bruit, on dit non, si vous parlez de ça, on ne vous aide pas, on ne participe pas à ce projet-là. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Soit qu'on résiste, puis qu'on laisse tomber, puis on dit oui, on le fait sans eux, puis on va en parler. On s'est dit, c'est un petit peu bête, on fait un projet qui est quand même une chose qui est à toute petite échelle, puis si déjà on travaille pas si on travaille pas avec eux, on se prive de quelque chose. Donc, on s'est dit, comment on peut détourner cette contrainte-là pour en faire quelque chose? Donc, on a décidé de travailler avec eux. Et ce qu'on a fait, c'est que dans un point qui est dans la ruelle Russolo, où les avions... Donc, c'est un petit bout de ruelle qui a été fermé puis qui devient la cour arrière de bâtiment, finalement. Donc, ça donne C'est un passage. C'est un passage vert, mais qui... Puis après ça, la rue continue de chaque côté autrement. Et donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai trouvé une façon différente d'en parler. C'est... imaginez je parle du 3D, des environnements 3D dans lesquels on vit, puis qu'il y a les sons qui viennent d'en haut, qui viennent de gauche, qui viennent de droite, qui viennent de partout. Puis la question qui se posait, c'était à quel moment commencez-vous à percevoir un son, puis à quel moment il sort de votre perception, à quel moment vous laissez tomber cette écoute-là. Et c'était comme une façon de nous ramener à écouter le passage des avions, parce qu'ils sont hyper denses. Et puis on a trouvé des terminologies qui reviennent aussi du répertoire, des effets sonores, tout ça, pour nous faire nommer deux choses comme celle-là, tu vois. Et c'est une façon, c'est peut-être un peu détourné de parler de la chose, mais en tout cas de dire lever les yeux vers le ciel et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de votre tête, qui était une façon de le souligner. Mais on était vraiment très, très étonnés de voir qu'il y a une résistance à ce niveau-là. En fait, ils nous ont censuré. Ils ont censuré le texte qu'on voulait mettre sur ce panneau, carrément. Et Chantal a trouvé une façon détournée de pouvoir parler de ce qu'on voulait parler, effectivement, sur ce point-là. Mais nous, on s'est aussi un peu revengé sur le complément. Donc, sur l'application, quand on va sur ce point-là, en fait, ce qu'il y avait peur, c'est parce qu'il y a une coalition de gens du quartier qui veulent faire déplacer le 24 gauche, là, le couloir aérien, ailleurs. Puis ça soulève une question politique importante. Puis ils ne voulaient pas que ce sujet soit mis sur la place publique, en fait, carrément, littéralement, là. Souligné par un point sur l'espace public. Mais nous, on met l'adresse, on met le courrier, on met je pense qu'on met même le site web de cette coalition-là, entre autres. Et ça, c'est celui d'Orval que l'on met, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Parce qu'autant Antique va être touché que Villeray va être
touchés, chaque côté de l'autoroute. Puis Dorval, c'est eux qui a vraiment un groupe qui est très, très fort, tout ça, qui continue toujours à militer pour que les passages soient plus loin. J'allais dire, à l'origine du World Soundscape Project à Simon Fraser, fin des années 60, c'était les avions qui passaient, qui étaient à l'origine un problème de bruit sonore. Ah oui, pollution. Et à partir de ça est venu un projet de recherche d'écologie sonore, artistique. Donc, c'est intéressant comment une problématique peut devenir une opportunité de faire le design sonore, de repenser, en fait, la ville et comment on interagit, quelle sorte de son qu'on veut avoir. Donc, c'est pour ça que Villeray Acoustique, c'est un bel exemple d'une façon de valoriser les sons qui sont là, mais aussi de parler des sons qui pourraient être là. Est-ce qu'il y a eu des initiatives comme ça, où, que les gens ont voulu se prendre en main puis changer leur environnement sonore? Oui, bien, en fait, je vais reprendre aussi ton autre question d'avant. Je vais rebondir sur ça, quand tu parlais de laisser les gens créer leur propre expérience, organisation, leur rendre ça possible dans d'autres quartiers. Mais premièrement, puis aussi, je vais reprendre l'angle artistique, parce que, en fait, ce que je veux souligner, c'est que, Chantal et moi, nous sommes des artistes en art sonore. On a deux façons différentes de travailler avec le son. Chantal est peut-être un peu plus compositrice que moi, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bref. Là où je veux en venir, c'est que, en fait, bien sûr, tout le monde peut faire du Villeray acoustique dans leur quartier s'ils veulent, mais nous, on a développé des outils plus que des outils de médiation, je pense, c'est des outils artistiques qui justement mettent l'accent sur cette idée de la sensibilité, mais aussi, par exemple, les partitions d'écoute qu'on fait faire aux participants de nos marches dans l'expérience de l'écoute. Donc, c'est lié à la localisation des sons, l'observation de la localisation des sons par le crayon, le dessin, l'écriture, le geste automatique. Et ça devient en soi des petites œuvres d'art. C'est des partitions d'écoute qui jouent un peu avec l'idée de la partition musicale. Mais c'est une façon très concrète, puis en même temps artistique, de laisser les gens s'exprimer par rapport au son, puis aussi d'ouvrir la perception sur la localisation des sons. Puis souvent, il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe avant et après la partition d'écoute sur la perception du son en se promenant. Puis il y a plein de petites activités comme ça, d'interaction qu'on fait durant la marche, qui, à mon avis, ne serait pas la même si c'était pas fait avec cette expérience artistique que nous avons, cette façon qu'on a, nous, d'être au monde par rapport au son, puis l'écoute qu'on a développée depuis 40, 50, 30 ans de travail, peut-être pas 50, là, mais de travail avec les sons, dont, entre autres, quand Chantal et moi, on décide de faire une petite improvisation sonore, les gens au milieu ont les yeux fermés, et nous, on improvise avec les sons de la ruelle, présents du moment présent, et des petites cloches, des petits bols tibétains, et aussi la distance et l'éloignement. Donc, c'est tout ce travail avec la composition, finalement. C'est quoi un fade-in? C'est quoi un fade-out? C'est quoi un événement sonore qui arrive? C'est quoi la perception des gens quand ils ont les yeux fermés? Je pense que ça, c'est ce qui fait qu'il y a, oui, le projet Villeray acoustique dans l'espace public, ça a de l'air beau, puis simple, puis c'est là, puis c'est fait, puis un ingénieur ou un designer d'événements publics pourrait faire la même chose. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui est rattachées à Villeray acoustique qui est beaucoup plus de l'ordre de la sensibilité, de l'expérience, puis de l'écoute comme objet de création. J'aimerais juste
Enfin, parmi les choses qu'on fait, on a fait beaucoup de projets de médiation culturelle, finalement, à travers ça, dont un qui est avec les grands-parents de Villeray. Et donc, on a eu 4 ou 6 rencontres, je ne sais plus trop, 4 ans, je pense. Donc, il y avait toutes sortes de choses qui étaient préparées à l'écoute. Et la dernière, c'était, on demandait aux participants, aux grands-parents, de déterminer, de nous donner des nouveaux points d'écoute qu'on pourrait ajouter à la carte, en fait. Alors ça a été assez intéressant parce que tout à coup, puis on a un petit volet. J'ai fait des petits topos, 3 topos rattachés à ça, en fait, qui est sur le site web. Je montre l'ordinateur, mais c'est pour montrer finalement le site web. Et puis donc, dans les points qui ont été présentés, il y en a un premier où Colette, qu'elle s'appelle, qui nous amène quelque part. Puis elle me dit, ici, pour moi, c'est intéressant. Et ici, on est quelque part dans une rue et on entend passer le métro. Alors, c'était notre point acousmatique sous la terre, finalement. Donc, elle a trouvé un point où on est quelque part, puis il n'y a rien du son qu'on entend, alors qu'il n'y a aucune correspondance à la surface du sol, tu vois, puisque c'est le métro. Puis elle, qui connaissait si bien, pouvait dire qu'elle était à la direction du métro. Le métro vient de partir, puis ça est dans telle direction et tout ça. Alors, il y avait donc une autre personne dont on parlait tantôt, cet homme, Philippe, qui nous amène dans une cour d'école et qui dit, ben voilà, moi j'aime beaucoup le son. Donc, c'était les enfants dans la cour, mais c'était aussi de son qui pouvaient être les enfants qui étaient dans le gymnase, qui étaient en train de jouer. Donc, on entendait le son intérieur de l'école, mais à l'extérieur. C'est pas ça, c'est que la cour d'école, elle donnait sur une autre bouche de métro. Non, mais j'y arrive. Ah, ok, excuse-moi. J'arrive. Donc ça, c'était le point de Philippe. C'était avec les enfants dans la cour d'école. Puis il soulignait aussi que quand tu es là, si les fenêtres sont ouvertes, tu entends toute l'acoustique intérieure d'école, tout à coup, qui est à l'extérieur. Donc, cet homme qui était sensible à l'acoustique nous parlait des rencontres, tout à coup, intérieur-extérieur. Puis on arrive à un troisième point qu'ils nous ont donné, qui était une autre cour d'école. Et on arrive là, il y avait plusieurs enfants qui jouaient, c'est la récréation, puis il y avait un petit groupe de petits-enfants qui chantaient « Les feuilles d'automne emportées par le vent ». Puis là, ils étaient avec leur... je ne sais plus comment ils les appellent, là, les femmes qui s'occupent des petits-enfants. Et puis, il me dit « Écoutez, puis qu'est-ce qu'on entend, là? On entend le métro passer. » Donc, finalement, là où on était, c'était une autre bouche d'aération du métro. Et donc, cette personne s'occupait des tout-petits. En même temps, on les amenait à écouter le son qui venait de la terre, qui était le point qu'on venait d'entendre juste avant. Et puis qu'elle les faisait chanter, en plus les feuilles d'automne, pour nous mettre là. Mais c'est incroyable, dans 1 heure, on vient de... Les 3 points qu'ils nous ont donnés se synthétisent dans le dernier point où on retrouve à la fois le métro, puis on retrouve les enfants et tout ça. Ouais. Ah, c'était magique. J'avais oublié la première cour d'école, effectivement. Oui, qu'on a fait avec Philippe. Ouais. Et donc, dans cette idée aussi de sons qui viennent de... Tantôt, quand tu parlais des sons de l'intérieur, c'est ça, je pensais que c'était ça que tu recherchais. Mais donc, il y a cette chose intéressante aussi de dire que il y a ce qu'on entend qui peut correspondre à ce qu'on voit, mais il y a aussi d'autres couches de choses qu'on perçoit puis qu'on peut entendre à des points vraiment très, très spécifiques. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser qu'un des premiers points, tout début du projet, qui a malheureusement pas fonctionné, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est au coin de ma ruelle. Justement, il y a un de ces points-là où il y a tout ce qu'il y a, c'est... moi, j'habite juste à côté du métro Jarry, mais il y a un endroit où c'est pas une entrée de métro du tout, mais il y a une espèce... Jean Talon, excusez. Il y a une espèce de monticule de recouvrement. D'un recouvrement, genre béton et verre, là, en triangle. Donc, c'est une voie d'aération du métro. Mais ça se trouve que, et j'avais fait la recherche, justement, j'avais été à l'intérieur, c'est qui est cette aération-là, parce qu'on voit, c'est vitré, donc ça donne de la lumière aussi à l'intérieur. C'est pas juste une grille là, d'aération. C'est vraiment un monticule avec vitré et tout ça. Et en fait, ce qui avait attiré mon attention, c'est que c'est juste au-dessus du point des musiciens du métro. Donc, j'avais remarqué que souvent, il y avait une super belle musique flamenco qui jouait juste là, sur le coin de la rue, aucun rapport qui n'est pas très beau non plus. C'est un coin de ruelle qui donne direct sur Jean Talon, donc beaucoup de voitures. Mais quand tu passes là, c'est vraiment wow! D'un coup, tu es dans un univers musical incroyable. Et puis, c'est ça, j'avais fait le chemin à l'intérieur du métro, puis là, j'avais vu que ça tombait direct sous le truc des musiciens.
Et en plus, c'est que autour de ça, ils ont mis du gazon, tu sais, qui devient comme un lieu où il y a beaucoup de poubelles qui se ramassent là, au bout du compte, c'est vraiment plate. Moi, j'avais mis l'accent sur, il pourrait y avoir un point Villeray acoustique là, ça pourrait faire en sorte qu'on fait attention, qu'on prend soin de ce coin-là, tu sais, on arrête de mettre des poubelles, puis on met un petit banc pour aller écouter les musiciens à l'extérieur, tu sais. Et ça n'a jamais fonctionné avec la STM. Non, mais ça, on comprend. La même chose que l'autre point aussi, qui nous a été... où on écoute le métro. Donc, c'est aussi anonyme, c'est une clôture de métal, puis il y a du gazon. C'est pour ne pas attirer l'attention, sinon il pourrait y avoir toutes sortes d'attentats, de n'importe quoi. On lance un pétard à la farine, mais une bombe, ou je sais pas trop quoi. Donc, c'est une façon de ne pas attirer l'attention sur ces points-là. Dommage. Oui, dommage. Mais ça mène... Excuse-moi, je veux juste dire qu'en soulignant de cette façon si précise les lieux, c'est l'idée aussi d'avoir des points d'écoute. Donc, des points d'écoute étant des aspects très spécifiques qu'on a trouvés à des lieux qui peuvent ne pas être ailleurs, tu sais, comme ce qu'on vient de nommer. Au lieu d'avoir fait comme un circuit comme tel. Donc, ça nous permet d'avoir trouvé des caractéristiques rattachées à ce quartier-là et qui sont assez diversifiées parce que quand tu es du côté sud-ouest, c'est pas la même chose que tu vois quand tu es du côté nord-est, en fait. Donc, il y a on se rend compte que sur un territoire qui n'est pas très grand, tu as vraiment une diversité de sonorités puis de qualité sonore, en fait. Donc, le point permet ça parce qu'on n'est pas sur un territoire large, mais on est sur des accès précis. Puis, en fonction des commentaires que l'on a mis, qui sont rattachés, mais ça permet d'ouvrir ensuite, puis d'ouvrir à quelque chose de plus large ou d'apporter cette interprétation-là qu'on fait donc à d'autres lieux qui peuvent être extérieurs aussi à ce point, à ce projet de Villeray acoustique. Oui, puis aussi, chaque point, on a travaillé avec une graphiste, ça c'est encore du point de vue de création. Chaque point a été déterminé par une iconographie précise. Donc, il y a les points excentrés. Il y a le point excentré qui est le parc Jarry, donc qui est en dehors de Villeray, mais juste sur le bord. Il y a le point circuit, donc qui relie un point à un autre dans l'expérience d'écoute. Oui, le point il est vraiment relié. L'expérience se fait d'un point à un autre. En fait, on fait une petite expérience qui se fait là. Il y a le point... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est ça, j'ai ta thèse ici, là, donc on va essayer de pas. Centré, circuit, cible, je pense, le point... Oui, puis la cible. Cible, donc c'est le lieu là, sur le moment présent. Si j'y arrive, je dis... Voilà, le panneau, ça ressemble à ça, en fait. Donc, où on indique que c'est une écoute collective, ensuite avec les caractéristiques, le plan général où se trouvent les points. Puis bon, ça, c'est le petit logo qu'on a développé. Et donc, le panneau, bien sûr, l'information change, mais c'est la même représentation. Et les points sont... Voilà, les points sont ici. Donc, 1, 2, 3, 4, ça donne ici. Donc, point parcours, le point cible, le point circuit, le point excentré. Oui, parce que des fois, on faisait aussi rattacher 2-3 points ensemble. Le point cible, qui est le lieu ici maintenant, le point circuit, puis le point excentré, oui. C'est ça, puis le point parcours, c'est à l'intérieur, entre autres, du centre communautaire, là, où il y a toutes les acoustiques qui changent. On a toutes sortes d'affaires qui se passent d'un point de vue acoustique. Ça fait partie de ta thèse de docteur? Oui. Est-ce que c'est disponible, ça, maintenant? C'est en train, là. C'est-à-dire que j'ai le déposé au mois d'août. Là, ça va bientôt être en ligne, ouais. Ben, super. On va faire le lien dans l'article, dans l'enquête. En plus, ça s'appelle Sonoquête. Sonoquête, c'est beau. Un laboratoire sur les empreintes sonores. Nice. Ben, écoute, on a beaucoup parlé. On pourrait en parler plus longuement. Il y a plein d'anecdotes que vous avez partagées, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Mais je vais vous donner l'opportunité d'ajouter des choses qu'on n'a pas dit encore, parce que pour compléter là, un peu le parcours, est-ce qu'il y avait autre chose que vous voulez ajouter? Attendez, je vais juste regarder par rapport aussi aux questions que tu as formulées. Moi, sur des choses. Les origines de Villeray, les collaborations espace-projet, on en a parlé. Les influences et vos points de référence, on en a parlé. Pourquoi point d'écoute? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? C'est ça, c'est la question au Conseil des arts. Qu'est-ce qui a bien fonctionné et pourquoi? Je suis un ancien fonctionnaire, donc excusez-moi.
Mais ça, vous avez déjà répondu, à mon avis, là, assez bien sur ce qui a fonctionné. Ce qui a Puis ça, le volet médiation culturelle, ça, on en a parlé aussi. Conclusion de ce projet. Écoute, la chose qui a été fort intéressante, conclusion de ce projet, entre autres, ça existe. Puis à un moment donné, j'ai reçu un coup de fil du même qui est le Nouveau Musée. Est-ce que tu connais? Le Nouveau Musée des Mémoires de Montréal? J'en ai entendu parler. Faut aller le voir. C'est vraiment petit, mais c'est vraiment super charmant. Puis donc, j'ai eu un coup de fil, j'ai eu un courriel, je ne sais plus trop quoi, qui me demandait si ça me tentait de participer à un projet qui s'appelait Montréal en 5 sens. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben Magali, c'est un projet pour le collectif DB. Donc on a participé toutes les deux pour le point, qui était le point d'écoute, le point sonore. Et donc, tu vois, la Ville de Montréal qui nous ont contactés pour participer à ce projet-là. Et ce qui nous a amené à rencontrer d'autres communautés qu'on n'avait pas rencontrées, qui étaient donc à l'extérieur de Villers-Acoustic, mais où on apportait toutes les connaissances qu'on avait, puis qu'on avait le mode d'observation, les différentes approches techniques et tout ça. Donc, nous, on se disait, ce qu'on voulait avec ce projet, on disait, ça serait assez génial si on pouvait trouver plusieurs districts ou arrondissements de Montréal où on répète le projet, puis on le fait vraiment spécifique. Mais là, après ça, trouver du financement pour faire ça, ça s'avérait pas une chose. Je pense qu'on a déposé une demande une fois. Ouais. Puis il n'y a pas eu de réponse, ouais, c'est ça. Donc on s'est dit, bon, sachant quand même que, ne serait-ce que juste matériellement, ça coûte des sous, installer les panneaux de façon durable. Puis nous, tout le temps qu'on met à explorer, à déterminer les choses et tout, même si on a une approche, même si on a une technique là, pour faire les choses, n'empêche que ça prend du temps, tout ça. Donc on s'est dit, on répondrait positivement à toutes les invitations qu'on aurait. Ben oui. Moi, c'est un rêve, en tout cas, pour moi, de pouvoir poursuivre sur ce projet-là. Ne serait-ce que peut-être pour faire la boucle là, avec le parc régional du Haut-Jura, d'avoir un parc important au Québec qui voudrait investir dans ce genre de parcours. Des qualités acoustiques intéressantes. Ben, il y en a, c'est sûr, surtout dans un lieu naturel, il y a toujours tu peux toujours développer, même si on s'entend, ce qui est paradoxal avec ce projet-là, je dirais, c'est curieux parce que dans le fond, le son, ça change tout le temps. Il n'y a pas quelque chose de fixe. Puis nos points, ils sont fixes. Mais ce qui ne change pas, par contre, c'est l'intention. Puis l'intention, c'est de prendre le temps d'écouter. Puis, je pense que dans les endroits où est-ce qu'on a mis nos points fixes, il y a quelque chose il y a comme quelque chose qui est dirigé, mais il y a quelque chose qui est très ouvert aussi. Donc, je sais pas, je pense que ça peut perdurer dans le temps, ce genre d'expérience-là, parce que, dans le fond, c'est de la contemplation, hein? C'est comme un peu rejoindre cette idée de l'ici, maintenant, puis de l'écoute, avec une sensibilité, oui, artistique, ou juste chacun a ça en lui. Et puis, ben c'est ça, je pense que dans un lieu naturel, comme dans un parc, où, bien sûr, à chaque saison, c'est jamais la même chose, comme on aurait pu faire un Villers-Acoustic hiver, puis un Villers-Acoustic été. Le Parc-Jarry est complètement différent quand c'est l'hiver, mais ça n'en demeure pas moins qu'il y a une espèce de repère visuel dans l'espace public qui offre une invitation à l'écoute, à quelque chose qui est immatériel, à quelque chose qui est personnel, qui est de l'ordre du dedans. Puis ça, je trouve que pour ça, ça vaudrait la peine de développer davantage ce projet-là, un peu partout. Ouais. Ben moi, dans mon travail de balado, je parle du rôle de l'art en lien avec la crise écologique. Puis en fait, indirectement, sinon directement, vous parlez de l'environnement sonore qui change, pour le mieux, pour le pire. Alors, il y a des pertes de son, mais je trouve que cette sensibilité-là, c'est ça qu'on a besoin de faire pour être conscient de ce qui est en mouvement, ce qui est à préserver, ce qui est à créer. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce projet. Exact. C'est autre chose, oui, puis l'autre chose aussi que j'aime bien souligner, c'est que on est là, on observe les sons qui existent, mais c'est une façon de se rendre compte qu'on est aussi producteur sonore. Et qu'à la fois, ce qui peut si on parle qui peut nous déranger, mais on est les premiers qui peuvent le produire. Donc, à partir du moment qu'on se rend compte de cette chose-là, on peut aussi être plus sensible au voisinage,
à l'heure où où tu vas commencer à faire tes travaux, où tu tournes ta pelouse. En fait, il y a des lois qui ont été passées dans certaines petites municipalités où tu ne tombes pas de gazon le dimanche, tu vois, parce que ça dérange. Mais est-ce qu'on est obligé de toujours mettre une loi pour interdire, pour se rendre compte que ce son est dérangeant, puis ça empêche le côté paisible d'une journée où tout le monde se repose souvent. Donc, ouais, c'est ça, on est obligé qu'il y ait des lois, mais en même temps, il y a des lois qu'on sait pas, qui nous protègent sur ces questions-là, par exemple. Puis, je pense que moi, souvent, je peux me dire à mes voisins ou à des gens qui viennent faire de la construction, c'est parce que vous n'avez pas le droit de commencer avant 7 heures, là. Je suis désolée. le 7h à 21h. Donc, s'il vous plaît, c'est pas à 6 heures. C'est pas à 6 heures que j'entends du bruit le matin en me réveillant. Non, c'est à 7 heures, c'est comme, c'est mon droit de citoyenne. Donc, je suis pas pour nécessairement que tout soit régi, mais en même temps, je trouve que c'est important de savoir que ça existe. Puis que ces lois-là, ben ça aussi, c'est fait pour être changé, mobilisé, apprécié, précisé. Puis, ben ça, ma thèse en parle plus, là, tout ça, cet apport politique-là, dans le sens de la préservation des espaces publics sonores, parce que ça, l'espace public sonore, ben comme on est dans un monde capitaliste, ben c'est un lieu vierge encore pour je sais pas combien de temps. Et les ingénieurs sonores travaillent fort sur, par exemple, les designs sonores de voitures, comment différencier telle voiture électrique qui pourrait ne plus faire de bruit, mais il faut injecter des bruits, supposément parce que c'est moins dangereux, alors que c'est pas vraiment une vraie raison, je pense. La raison serait plus d'être plus vigilant, plus attentif, et non pas de camoufler, reproduire, remettre du son. Donc c'est ça, il y a aussi un grand lien avec l'attention, bien sûr, mais le niveau politique, c'est ça, c'est que il va éventuellement y avoir bientôt des drones, des publicités sonores qui vont nous envahir. Et puis, il faut faire attention à ça. Oui, c'est Judith Veuve-Claire qui parle de, justement, je pense que c'est dans les Pays-Bas, tout ça. Tu as des vélos électriques, c'est super, ça fait pas de bruit, mais à partir du moment que le gars décide qu'il annonce sa pizza, puis qu'il se met des petits haut-parleurs, il me dit voici, venez chercher ma pizza, 2 pour le prix d'un, de telle heure à telle heure, et tout ça. Donc, il y a cette idée aussi que faut continuer à être vigilant et être sensible que l'espace soit pas envahi par le côté publicitaire et commercial, en fait. Il y a aussi cette question. Et même dans certains pays orientaux, là, tu sais, je pense que c'est... Je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais je sais pas, je n'aimerais pas de pays, mais je sais que c'est qu'il y a une dictature assez forte, là, où, par exemple, ben, déjà, elle va nommer Juliette Veuve-Claire, là, le fait que au métro en France, en fait, à Paris même, t'as des sons très réguliers, mais ça, c'est le design sonore des sons réguliers qui fait que ton billet fonctionne, mais si ton billet fonctionne pas, c'est un son méga et tout le monde te regarde, puis tout le monde, tu sais, enfin, comme quelque chose comme ça. Mais aussi des drones qui donc dans les pays asiatiques dont je me souviens pas, mais qui te survolent autour, puis qui va te dire, ben t'as pas payé telle facture, tu es arrêté sur les lois de ta. On n'est pas tellement loin de science-fiction, des films là de science-fiction ça existe là. Dans certains pays, c'est déjà là. Ça fonctionne comme ça. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre du privé-public, là, qu'il faut faire super attention aussi à ça. Oui, il y a peut-être une chose qui est importante de mentionner. On parlait un peu d'un point de vue historique, là. Tantôt, tu parlais de Murray Schafer. Quand ça a démarré dans les années 60, on parlait des références qui étaient plutôt françaises, celles qu'on te nommait, là. Mais je pense qu'une chose qui a ouvert beaucoup l'aspect, toutes les questions autour qui a ouvert l'aspect musical, donc parler du son de façon plus large, c'est là qu'il y a les Sound Studies en Angleterre, en fait, où on s'intéresse pas nécessairement au contenu de ce qui est présenté, mais peut-être si c'est un concert dans une salle, comment la salle va vibrer, comment le public va vibrer, comment peut-être même un concert de rock, à quel point, quand la musique est très forte, que ça a des impacts sur, même au niveau du sol, d'un petit tremblement de terre. C'est le fait d'ouvrir la question plus largement, puis de sortir du contexte musical. Je pense que les Sound Studies ont beaucoup participé à ça, en fait. C'est quoi les Sound Studies? Qui sera une nouvelle discipline. Des Sound Studies dans l'université. Dans les universités, c'est ça, une nouvelle discipline qui s'est ouverte. Je ne sais plus en quelle année, là, mais... Ben, on élargit l'éventail de ce qui est sonore, ce qui est musique, ce qui est acoustique, puis ça... Ouais, mais je trouve que notre projet, d'une certaine façon,
en rattachant plusieurs éléments, tu sais. Quand on parle de choses plus culturelles ou quand on parle de point de vue acoustique, c'est une façon aussi d'ouvrir. Puis je trouve qu'il y a un lien avec l'ouverture qu'a apporté Sound Studies.